Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alexandre Vatus et je suis en charge de tout ce qui est audience et automatisation chez Google France. Alors on est ensemble pour à peu près une petite heure et on va diviser cette heure en 3 étapes. Première étape, je vais avoir le plaisir de vous délivrer une keynote. Deuxième étape, Étienne, qui est un expert, viendra rentrer un petit peu plus dans le détail. Et troisième étape, nous avons un partenaire privilégié, l'agence Effilab, qui va partager avec vous une expérience client, à savoir Bergamote. Alors, première étape, c'est le titre de la keynote. La keynote, c'est combiner l'audience et l'automatisation pour gagner la bataille de l'assistance. Avant de rentrer un petit peu dans le détail, je vais commencer à vous parler tout d'abord d'intelligence artificielle, de ses implications pour vos clients, nos clients, votre business et notre business. Alors l'intelligence artificielle, bon, vous l'avez remarqué, surtout sur le salon, tout le monde en parle. Il ne se passe pas un seul jour sans que le sujet de l'intelligence artificielle fasse l'objet d'un grand battage médiatique. À tel point qu'on dit beaucoup de choses dessus et on ne s'accorde même pas sur une définition très claire. Et en fait, si on essaie de définir ça de manière assez simple, l'intelligence artificielle, c'est le fait de donner à des machines des attributs qui sont normalement réservés à des humains, tels que par exemple la résolution de problèmes. Jusqu'alors, à date, on distingue deux types d'intelligence artificielle. La première, c'est l'apprentissage supervisé. Vous fournissez des exemples à la machine qui apprend et reproduit. La deuxième grande branche de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence renforcée. Là, vous ne fournissez pas un exemple à la machine, mais vous lui donnez une récompense à chaque fois qu'elle donne la bonne réponse. Alors, paradoxalement, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais le concept même d'intelligence artificielle est, lui, relativement très ancien, de manière assez surprenante. Le terme même d'intelligence artificielle, lui, est apparu en 1956. Et il a fallu attendre 1986 pour que M. Hinton, que vous voyez juste derrière moi, édicte les principes de l'intelligence artificielle telle que nous la connaissons maintenant de nos jours. Ce monsieur, qui est un sujet de sa gracieuse majesté, la reine Elisabeth II, et qui est maintenant un salarié de Google depuis 2013, est considéré comme le père de l'intelligence artificielle moderne. C'est lui qui a édicté les grands principes de l'intelligence via les réseaux neuronaux, qui maintenant propulsent tout ce qui est reconnaissance d'images, synthèse vocale et même les fameuses Google Cars, les fameuses voitures que vous avez vues certainement dans plein de reportages. Alors en 2018, qu'est-ce qui fait que maintenant on en parle autant alors que le concept, encore une fois, est relativement très ancien? Eh bien, il y a 3 facteurs qui maintenant, en 2018, font que tout ça explose et a complètement transformé l'intelligence artificielle. Le premier, c'est la data. Vous le savez, notamment à l'ère d'Internet, il n'y a jamais eu autant de data. Et cette data n'a jamais été autant accessible et démocratisable. Or, pour que l'intelligence artificielle fonctionne, il faut un grand nombre de data, de données. Sans ça, le moteur de l'intelligence artificielle ne peut plus fonctionner et ne peut pas fonctionner. On va dire que la data, c'est un petit peu le carburant qui propulse l'intelligence artificielle. Le deuxième élément, c'est les progrès dans tout ce qui est machine learning. Les algorithmes, maintenant, font tous les jours des progrès, là aussi, colossaux. Nous avons une filiale qui s'appelle DeepMind, qui est spécialisée dans toute l'intelligence artificielle et qui a créé justement un certain nombre d'algorithmes, dont le fameux AlphaGo, dont vous avez peut-être entendu parler. Cette filiale, qui est donc située à Londres et qui maintenant va ouvrir une dépendance d'ailleurs à Paris, a maintenant produit un algorithme de synthèse vocale tellement performant qu'il est impossible à l'oreille de distinguer la synthèse vocale issue de l'intelligence artificielle de celle d'un humain. Si vous allez sur Internet, sur votre moteur de recherche préféré, vous pourrez peut-être même accéder et trouver les démonstrations en ligne, c'est vraiment bluffant. Le troisième élément qui change tout, c'est le cloud computing. Pour marcher, l'intelligence artificielle a donc besoin de data, d'algorithmes poussés, mais surtout d'une puissance de calcul phénoménale. Or maintenant, tout ça est démocratisé. C'est dans le cloud, vous pouvez, n'importe qui maintenant peut traiter d'immenses sets de data et en sortir des insights et mettre ça en marche avec de l'intelligence artificielle. Et parallèlement à ça, ce qui est incroyable, c'est que le coût n'arrête pas de baisser. Au-delà de la fascination qu'exerce l'intelligence artificielle, ce qui est vraiment, je trouve, très intéressant, c'est l'impact qu'elle a déjà eu sur notre vie.
L'intelligence artificielle, vous vous en rendez peut-être pas compte en tant qu'utilisateur, mais est déjà présente dans beaucoup de produits, y compris nos précieux smartphones avec lesquels nous passons tant de temps. Et ce qui est phénoménal, c'est que ça a transformé les habitudes des consommateurs, vos clients, nos utilisateurs. Concrètement, ça veut dire que l'utilisateur est devenu beaucoup plus exigeant, beaucoup plus exigeant. Chez Google, on a mené un certain nombre d'enquêtes qui nous mènent à dire que les clients d'aujourd'hui ne sont même plus les mêmes qu'il y a 10 ans. Tout a changé, tout a été bouleversé, notamment au travers de l'usage des smartphones et le développement de l'intelligence artificielle. Première caractéristique, tous les clients sont très curieux, ils veulent tout savoir. Deuxième caractéristique, les clients sont extrêmement exigeants. Et troisième caractéristique, ils sont extrêmement impatients. Inutile de vous dire, dans un monde qui est pour l'instant encore mobile, les temps de chargement qui dépassent les quelques secondes font que les internautes quittent tout simplement les sites. Ces trois caractéristiques constituent ce que nous on appelle maintenant chez Google l'ère de l'assistance. Avant, il y avait l'ère du desktop, il y a eu l'ère du mobile. Maintenant, on considère qu'on est vraiment dans une nouvelle ère qui est l'ère de l'assistance. Et pourquoi c'est important pour les marques? Eh bien, tout simplement parce qu'on considère que l'assistance, c'est le nouveau terrain de bataille pour la croissance. Les marques qui vont être les plus assistantes envers un consommateur qui, rappelons-le, est toujours plus curieux, exigeant et impatient, vont être celles qui vont gagner, tirer leur épingle du jeu. Alors, comment faire? Première partie, l'audience. Ça va être le premier levier pour gagner cette bataille. Par audience, on entend connaître son audience et lui proposer une expérience personnalisée. Proposer une expérience personnalisée à une personne et la connaître, c'est assez simple. Par contre, la proposer de manière personnalisée, cette expérience, à des milliers, voire des millions de personnes, c'est beaucoup plus dur. C'est là qu'intervient justement l'automatisation. La possibilité de justement délivrer ce message personnalisé, cette expérience personnalisée à des millions d'utilisateurs grâce au pouvoir des machines. Alors maintenant, quand on vient un petit peu justement à Google, la plateforme en tant que telle, l'intelligence est déjà présente dans tous nos produits, que ce soit des produits publicitaires, mais aussi des produits que vous utilisez en tant qu'utilisateur des services de Google. Vous avez des services, par exemple, comme Google Photos, que vous utilisez peut-être, qui, eux, fonctionnent grâce à l'intelligence artificielle. Pareil sur une autre application comme Google Traduction, que vous utilisez là aussi sûrement de manière occasionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que ça devient même une réalité dans tout ce qui est hardware. Vous connaissez forcément le fameux Google Home, mais est-ce que vous connaissez le Pixel Earbuds, qui sont des écouteurs juste en bas à gauche? C'est des écouteurs qui vous permettent, certes, d'écouter de la musique, de convoquer Google Assistant et de l'utiliser, mais aussi de permettre la traduction d'une langue étrangère en temps réel, et la traduction arrive directement de vos oreilles. On arrive donc à de la science-fiction qui est maintenant une réalité. On l'a vu donc, l'intelligence artificielle, c'est une réalité dans nos produits, mais aussi tout ce qui est autour de la data. C'est aussi une vraie réalité, on va dire, au quotidien dans tous nos services. Si vous regardez, tous nos produits sont conçus avec ce qu'on appelle dans un bon jargon français une logique user first. Concrètement, tous nos produits sont pensés avec l'utilisateur. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils marchent si bien. Ils sont conçus avant tout pour rendre un service. Et ces utilisateurs, en retour, partagent tout au long de leur journée de la data en utilisant nos services. Ils vont peut-être se réveiller avec leur smartphone Android, ils vont peut-être se laisser guider jusqu'à ce salon via Google Maps, et ils vont peut-être se coucher en demandant à leur assistant d'éteindre leurs ampoules connectées. Et ce qui est intéressant et assez unique avec Google, c'est que toute cette data, elle est unifiée en temps réel à travers tout notre système applicatif et à travers tous les devices. C'est assez unique. Je pense qu'aucune autre plateforme vous propose quelque chose comme ça. Si vous combinez ça maintenant avec le fait que Google, qui est très connu pour son moteur de recherche, est maintenant bien plus qu'un moteur de recherche. Vous le savez, il y a tout un tas d'applications que vous utilisez, comme YouTube par exemple. Ce qui fait que Google, maintenant, c'est bien plus qu'un moteur de recherche. C'est une vraie plateforme. Une plateforme au sein duquel vous avez un reach sans pareil. Vous avez derrière moi plus de 7 applications. Ces 7 applications ont plus d'1 milliard d'utilisateurs chacune. On n'est pas en train de parler de cookies ou quoi que ce soit, on est en train de parler d'utilisateurs. Et évidemment, massivement mobile, puisque vous le savez, vous vous rendez compte tous les jours, maintenant le monde est mobile. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous et qu'est-ce que ça signifie également pour les clients et évidemment, par votre conséquence, pour Google? Eh bien, qu'on est en train de passer d'un Google
qui initialement était pensé pour tout le monde à un Google qui est personnalisé pour chacun. À l'ère du laptop, par exemple en SEO, vous aviez 10 espaces pour vous exprimer, le but du jeu étant d'arriver dans les premières positions. À l'ère du mobile, c'était grosso modo le même fonctionnement, si ce n'est que la taille de l'écran a rendu les choses un petit peu plus compétitives, dirons-nous. Maintenant, à l'ère de l'assistance, tout a changé. L'utilisateur va poser une question, il ne va pas attendre 50 résultats, il va attendre une réponse. D'où l'importance, encore une fois, de mieux connaître ses clients, mieux connaître son audience. Il va falloir même être capable de suggérer une expérience personnalisée avant même que l'internaute vous pose la question via l'assistant. L'assistant, encore une fois, n'est pas délimité simplement à le fameux Google Home, donc l'enceinte connectée, mais se trouve au sein des smartphones, au sein de tout un tas d'objets connectés et même au sein des voitures maintenant, notamment aux États-Unis. Concrètement, ça veut dire qu'en tant que marque, vous ne pouvez plus acheter une destination comme avant, par exemple acheter du search, raisonner canal d'acquisition et contexte, mais plutôt du coup raisonner audience. Donc faire en sorte que vous cibliez et délivrez des messages personnalisés, non plus à un canal, je prends un exemple le search, ou le print, peu importe, mais cibler une vraie audience. Alors comment on fait? Jusque-là, un marketeur avait à sa disposition, on va dire, 3 types de données. Évidemment, la first party data, qui est la data que vous collectez en ligne et puis hors ligne. La seconde partie data, qui est le fruit souvent d'un partenariat entre deux entités qui sont souvent qui ne sont pas justement concurrentes. Un bon exemple va peut-être être le partenariat entre Air France et American Express sur tout ce qui est carte de fidélité. Et après, la third party data, qui consiste à acquérir de la donnée tierce auprès d'une plateforme dont c'est le métier. Vous avez des acteurs très connus, comme par exemple Axiom. Ce qu'on pense chez Google, c'est qu'évidemment, et ça, je pense que je ne vais pas avoir de mal à vous convaincre, c'est que votre first party data, c'est votre socle de base connaissance client. C'est même maintenant votre asset stratégique. Vous avez un certain nombre de data, une vraie mine d'or dans lequel vous avez tout un tas d'informations sur vos clients. Des données de transactions, des identités, des emails, etc., etc., etc. Tout l'enjeu pour vous maintenant, c'est de mieux utiliser ces datas-là. Et ce qu'on pense, c'est que dans un contexte réglementaire européen encore plus contraignant, les annonceurs vont redoubler leurs investissements dans cette first party data. Et ce qui est intéressant avec Google, c'est que vous pouvez capturer plus de signaux pour enrichir cette first party data et encore mieux connaître vos clients. Par exemple, vous pouvez capturer des signaux à propos de ce que font les utilisateurs sur Google. Par exemple, ce qu'ils recherchent, ce qu'ils visionnent, leur localisation. Tout ça, ça vous permet d'avoir encore plus d'informations sur votre propre base de clients. Vous pouvez aussi avoir plus de signaux et encore enrichir d'un cran supérieur votre first party data avec ce que créent les utilisateurs sur la plateforme. Encore une fois, quand vous utilisez la plateforme pour créer des choses, les utilisateurs partagent des informations avec nous qui nous donnent encore plus de signaux. Et enfin, vous pouvez même aller un cran plus loin en utilisant le pouvoir du machine learning et des investissements très lourds qu'on a concédés dans le domaine de l'intelligence artificielle pour enrichir votre first party data avec des signaux sur ce que les utilisateurs vont faire dans un futur proche, comme par exemple se marier. Vous l'aurez compris, le but du jeu, maintenant, c'est de combiner votre data, votre first party data, avec la richesse des signaux de Google. Quand vous faites ça, dans notre plateforme, on utilise votre data uniquement pour faire un matching, permettre de retrouver vos utilisateurs, votre first party data, vos clients, dans l'environnement de Google. Tout ça se fait évidemment dans un environnement ultra sécurisé et transparent. En tant qu'utilisateur de Google, que vous soyez un client, partenaire ou un utilisateur, la sécurité est au cœur de tout. C'est notre premier sujet. Sans sécurité, pas de confidentialité. On s'appuie sur des infrastructures que nous déployons, que vous pouvez utiliser via Google Cloud, sur lesquelles on peut reconnaître très facilement qu'on sont parmi les plus performantes du monde. Un deuxième élément, c'est le contrôle. Tous les utilisateurs ont la possibilité de contrôler dans leur compte Google, de manière extrêmement transparente, la data qu'ils choisissent de partager avec Google. Ils peuvent décider de ne pas recevoir de publicité, ils peuvent décider de ne pas activer la localisation. Tout est extrêmement transparent et vous pouvez le contrôler d'ores et déjà sur votre compte Google. Deuxième élément, la transparence.
on ne vend pas les données personnelles des utilisateurs. Autre élément à comprendre, vous ne pouvez pas, dans notre plateforme propriétaire AdWords, utiliser de segments third party à des fins commerciales. Et enfin, Google s'est engagé à être conforme avec la nouvelle réglementation européenne et nous le serons dès le 25 mai. Une fois que vous avez compris qu'il faut cibler des utilisateurs, une audience et non plus raisonner canal, vous pouvez utiliser maintenant votre first party data et combiner donc cette first party data avec la richesse des signaux Google pour utiliser maintenant des ciblages. Le premier d'entre eux, vous le connaissez, c'est le remarketing. Il vous permet d'engager avec l'audience qui a été en contact avec vos assets. Ça peut être votre site web, votre app, votre chaîne YouTube. Vous avez aussi un autre ciblage qui s'appelle Customer Match. Lui vous permet d'atteindre des clients, des segments de votre CRM que vous avez déjà en base. Il suffit juste d'avoir des éléments de matching qui vont nous permettre de retrouver ces clients. Ça va être par exemple une adresse email, un numéro de téléphone, une adresse postale. Tout ça est disponible sur AdWords, sur notre plateforme de programmatique double-clic. Et ces ciblages sont disponibles Search, YouTube, vidéo de manière plus large et Display. Vous pouvez, quand vous mergez votre data avec celle de Google, aller encore un cran plus loin. C'est quelque chose qui commence à arriver beaucoup dans les discussions avec certains clients très avancés en France, mais c'est quelque chose qui est déjà une logique, enfin déjà très implémenté dans des marchés plus mûrs, type les US ou type le Royaume-Uni. C'est ce qu'on appelle la notion de Customer Lifetime Value. Concrètement, sans trop rentrer dans les détails comment ça marche, vous extrayez de votre base de données des données de transaction sur un laps de temps suffisamment long, type 18 mois. Google vous fournit un certain nombre d'outils type Descript qui vous permettent de scorer votre base de données, qui vous permet après de créer des segments, les importer dans un autre système type Google Analytics, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont, et après de les activer tout simplement à travers nos propriétés, que ce soit sur AdWords ou double-clic. Et on peut même après en déduire des profils similaires à la fin. Alors, on a vu du coup comment utiliser des signaux en combinant First Data Party, donc votre data, avec la richesse des signaux Google. Vous pouvez aussi, dans cette logique d'audience, utiliser des signaux qui tirent uniquement parti de la puissance des signaux de Google. Typiquement, le premier, ça va être par exemple démographique. Il va vous permettre de retrouver des personnes qui sont donc d'un genre donné, d'un type d'âge donné, d'une tranche de revenus donné. Vous allez avoir un autre ciblage qui, lui, va être Affinity. Lui va vous permettre d'atteindre des personnes dont Google a la certitude qu'ils sont intéressés par un produit ou un service similaire au vôtre. Vous pouvez aller un cran plus loin avec InMarket, qui, lui, va vous permettre d'atteindre des personnes, je dis bien encore une fois des personnes, qui sont proches d'acheter un service ou un produit comme le vôtre. Et enfin, vous pouvez utiliser un dernier ciblage qui s'appelle Similar, qui, lui, va vous permettre de trouver des profils similaires à ceux que vous avez dans vos listes de remarketing. Et ça vous permet de trouver encore plus de clients et donc d'augmenter vos business. En général, Similar vous permet d'augmenter la taille de vos listes de remarketing de 3 à 5 fois. Évidemment, tous ces signaux sont disponibles, là encore, sur le search, YouTube et le display. Il y a encore quelques signaux qui sont, pour l'instant, réservés, par exemple, qui ne sont pas encore disponibles sur tous nos supports, que ce soit le search, le display ou le YouTube. Il y a par exemple 2 signaux dont je voulais parler qui sont disponibles sur le display et sur YouTube. Un qui s'appelle Life Event, qui vous permet encore de trouver des clients dont Google sait qu'ils vont avoir un événement important dans leur vie, remise de diplôme, déménagement, mariage, et Custom Intent, qui lui vous permet de trouver des personnes dont on sait qu'elles sont dans un processus d'achat sur le search et vous permet d'interagir avec eux via une action ou une publicité sur YouTube. Alors le message, c'est surtout ne loupez plus vos clients et des prospects en raisonnant canal. Dans une approche par canal, imaginons par exemple que vous deviez vendre des abonnements pour le compte d'un journal comme Les Échos. Dans une approche par canal, le réflexe va être de dire tiens, je vais peut-être cibler une zone comme Paris-La Défense parce que je suppose qu'il y a une forte population de cadres et donc de lecteurs potentiels pour Les Échos. Je vais acheter du print et je vais croiser les doigts et espérer que je vais avoir des abonnements en bout de chaîne. Ça, c'est l'approche par canal. C'est une approche plutôt court-termiste qui ne permet pas forcément d'avoir les meilleures performances, loin s'en faut. Avec un ciblage par audience, vous entrez dans une logique complètement différente.
Vous ne raisonnez plus contexte et destination, mais vous raisonnez personne. Personne à atteindre pour délivrer le bon message et être sûr d'avoir les bonnes performances et de convertir. Le message, si on prend un peu là aussi ce bon vieux tunnel marketing que vous connaissez tous, souvent nos clients nous disent encore, pour le haut du tunnel, je vais utiliser YouTube, pour le milieu du tunnel, je vais utiliser du display, et pour pousser la conversion donc en bas de tunnel, je vais utiliser du search. Souvent, la question que je leur pose, c'est est-ce que c'est comme ça que vous achetez sur Internet? Est-ce que ça reflète la complexité des parcours clients tels qu'ils le sont aujourd'hui? La réponse est évidemment non. Le but du jeu, maintenant on l'a vu, tous nos produits sont massivement utilisés par les gens, mondialement et évidemment en France. Tout le but du jeu maintenant, c'est d'atteindre les clients, où qu'ils soient dans leur processus d'achat, dans ce fameux tunnel marketing, et quelle que soit la plateforme où ils sont. Vous ne pouvez pas dire, mon client, forcément, se situe en bas du tunnel, je vais mettre du search. Il peut très bien être dans une étape très haut de tunnel et être dans un début de processus d'achat sur du search. Pareil sur YouTube. Il peut être en train de regarder des tutos avant d'aller dans son magasin juste avant. Il peut être en bas de tunnel. Tout ça pour dire qu'un plan média, du coup, ressemblerait beaucoup plus à ça dans une logique audience. Dans le tunnel, je vais plutôt utiliser, par exemple, un ciblage comme démographique qui va me permettre de taper plutôt large. Et après, en bas de tunnel, pour pousser la conversion, je vais plutôt utiliser du remarketing ou un ciblage comme Customer Match. Souvent, nos clients nous expliquent qu'ils sont encore dans une logique d'audience, uniquement dans une logique de performance, en utilisant du remarketing ou Customer Match. Si vous voulez descendre un camp plus loin, vous avez Customer Lifetime Value, dont on vous a parlé plus loin, qui demande quand même beaucoup de temps d'implémentation et qui est un chantier transformationnel très lourd dans les entreprises. Mais vous avez aussi tout le haut du tunnel. Encore une fois, quel que soit le canal, que ce soit sur du search, la vidéo ou du display. Alors, conclusion, ça veut dire que ça génère beaucoup plus de travail. Avec un dispositif full funnel automatisé comme ça veut dire dans un environnement Google, beaucoup plus d'enchères à gérer, beaucoup plus de créa à produire, des modèles d'attribution qui vont devenir encore plus illisibles. Ça veut dire que du coup, vous ne pouvez pas avoir un dispositif full funnel personnalisé sans automatisation. Google a lourdement, encore une fois, investi dans tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle. Tant et si bien que maintenant, dans nos plateformes, vous pouvez automatiser 4 types de choses. La première chose, ça va être les enchères. Vous pouvez, par exemple, fixer un CPA, un coût d'acquisition cible, et laisser la machine convertir et maximiser le nombre de conversions qu'elle va obtenir. Vous pouvez automatiser également les créas. Sur le search, vous avez des produits comme Dynamic Search Ads qui vont permettre d'automatiser complètement la création des annonces. Vous avez aussi le ciblage qui peuvent être automatisés en se basant soit sur vos assets, par exemple votre site web, votre app, soit sur vos listes de remarketing. Et enfin, même les modèles d'attribution peuvent être automatisés avec un produit intégré à AdWords qui, lui, vous permet d'attribuer automatiquement la conversion au bon touchpoint et d'aller au-delà du last click. Vous pouvez donc utiliser l'automatisation pour tous les produits. Vous avez un exemple en face des yeux de ce qu'on appelle une campagne Smart Display. En tant que marketeur, je vais définir évidemment une audience, mais je vais fournir un CPA cible, par exemple, un coût d'acquisition qui m'intéresse, en dessous duquel je ne suis pas rentable, une créa, quelques images, un logo et une page de destination. Et le système se charge de créer à la volée toutes les créations et de les adresser du coup après à la bonne personne. C'est un gain de temps et de performance considérable. Quand on regarde des marchés plus avancés, comme notamment l'Amérique du Nord, des compagnies comme L'Oréal ont réussi à avoir des performances bien plus importantes en utilisant justement l'automatisation et l'audience. En l'occurrence, comprendre ses clients, créer ses segments, les centraliser dans Google Analytics, acheter de manière automatisée son média et le distribuer, que ce soit encore une fois sur les plateformes Google ou du social via notre plateforme DoubleClick. Vous avez les performances sous les yeux, c'est plutôt très impressionnant. Alors pour entrer dans un dispositif full funnel automatisé, à grande échelle, il y a quelques éléments quand même à changer. Le premier, c'est la mesure. Jusque-là, si vous rentrez dans une logique d'audience, vous ne pouvez plus faire comme le fait la majorité du marché, à savoir continuer à raisonner canal, à savoir prendre vos KPI et les appliquer de manière moyennisée à un canal d'acquisition, par exemple le search, YouTube ou autre.
C'est une approche qui est plutôt court-termiste et qui ne vous permet pas de raisonner, encore une fois, audience, client. Dans une logique par audience, les clients les plus avancés, notamment dans les marchés, encore une fois, les plus matures, eux, mesurent, encore une fois, en distinguant évidemment les clients des non-clients. Ils vont encore plus loin en comprenant que tous les clients n'ont pas la même valeur. Et donc en sachant le mesurer et à la fin l'activer du coup de manière différente. Et enfin, le message, pour que tout ça, ça marche, c'est qu'il y a à peu près, on va dire, 3 impératifs. Le premier, c'est un message d'ordre organisationnel. À l'heure actuelle, beaucoup de clients, et sur le marché c'est encore normal en France, sont segmentés par fonction et non pas par audience ou par une organisation plutôt client-centric, tournée autour du client et de la data. Vous avez un département performance, vous avez un département branding, vous avez un département offline, vous avez un département online. Tout ça ne permet pas du coup d'adresser le client de manière homogène puisqu'on n'a pas une vision homogène et à 360 des parcours clients. Chacun a ses propres KPI. Donc aligner pareil les process au niveau de votre société. Et enfin, d'un point de vue plateforme, ce qu'on constate, c'est que souvent les annonceurs ont à peu près plus de 30 solutions différentes pour gérer leur marketing. Ils s'en génèrent du coup des pertes d'efficacité, des coûts très importants et surtout, là encore, une absence de vision client 360. Aux États-Unis, ce qu'on remarque le plus, de plus en plus souvent, c'est que de plus en plus d'acteurs basculent sur une solution data intégrée qui leur permet de collecter de la data et d'activer le média. Voilà, j'en ai terminé. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai un exemple avec Home Depot, qui justement, que vous connaissez tous, c'est une sorte un petit peu de Leroy Merlin ou de Castorama aux États-Unis, qui est d'une taille absolument colossale, et qui justement a voulu basculer dans cette logique plus customer-centrique et activer via de l'audience et de l'automatisation. Ils avaient 2 équipes jusque-là pour activer le média, une équipe online, une équipe offline. Ils ont fusionné ces 2 équipes avec des KPI alignés. Ils ont après compartimenté cette équipe-là avec juste des équipes d'experts par catégorie. Et ça leur permet du coup de mesurer les choses différemment, notamment un effet online to store, où ils se sont rendus compte que plus d'un clic sur 3 qui provenait du search générait du coup une visite en magasin. Et ils ont permis du coup aussi de gagner en efficacité. En bref, du coup, en conclusion, avant de passer la parole à Étienne, il y a 3 choses à retenir. La première, c'est adopter une logique d'audience, penser segment d'audience, notamment sur la plateforme Google. Tous nos ciblages sont maintenant disponibles, ou presque, sur l'ensemble de nos produits. Ne raisonnez plus canal, search, YouTube ou display. Ne raisonnez plus comme ça, pensez avant tout à vos segments d'audience. C'est comme ça que vous aurez les meilleures performances et que vous vous préparez pour l'adoption massive de tout ce qui est assistant. Activez du coup cross-canal et de manière automatisée. Encore une fois, j'ai l'habitude de dire que mon cerveau, comme tout le monde, fonctionne à la vitesse du son. Celui des machines, si on peut considérer qu'elles ont un cerveau, fonctionne à la vitesse de la lumière. Encore une fois, c'est stratégique, c'est des gains de performance énormissimes. Et enfin, du coup, au sein de votre organisation, que ce soit de la mesure ou de la technique, pensez client et essayez de casser les silos. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais passer du coup la parole à Étienne qui va aller un petit peu plus dans le détail. Bonjour à tous, merci Alexandre pour cette très belle présentation. Je me présente, je m'appelle Étienne, je travaille du coup, chez Google, au sein de Google depuis maintenant près de 2 ans, où j'accompagne du coup dans l'équipe Google Partners des agences sur le développement de leurs comptes stratégiques. En parallèle de ça, je suis également expert attribution et audience étant l'un des sujets dont j'aimerais vous parler un peu plus en détail aujourd'hui. L'expérience utilisateur, autrefois, n'était pas du tout personnalisée. C'est-à-dire que la manière qu'on avait la plus simple d'aller toucher un utilisateur était souvent les médias de masse, donc la TV, radio, entre autres. Par exemple, si on prend un annonceur qui voulait mettre en avant des produits ménagers, il allait partir du principe que son audience était potentiellement des femmes au foyer, ou du moins un de ses segments d'audience, et il allait vouloir les cibler en envoyant un spot TV dans la matinée. Certes, en revanche, ce qu'il ne prenait pas en compte, c'est qu'une partie des personnes qu'il allait toucher avec son spot TV n'était pas forcément dans sa cible. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de personnaliser nos messages publicitaires. La mauvaise nouvelle, et je ne vous apprends rien, c'est que le parcours client est extrêmement fragmenté. À titre d'exemple, 90% des personnes que l'on a interrogées au cours d'une enquête disent changer de téléphone ou du moins d'appareil, donc switcher de mobile à la tablette ou à un ordinateur au cours d'un parcours de conversion.
Au-delà de ça, on sait qu'on regarde en moyenne 150 fois notre smartphone par jour. Et pour chacune de ces interactions, chacun de ces touchpoints, c'est tout autant de signaux de données qu'il faut traiter. Vous imaginez donc que ça représente énormément. Aujourd'hui, nous produisons 2,5 trillions de données, d'octets de données chaque jour. Pour donner un exemple, un comparatif, 1 trillion, c'est 1 milliard de milliards. Et c'est également 1 million de billions. Un exemple, si les données ou les octets de données étaient des seaux d'eau, il nous faudrait pas moins de 2 semaines pour remplir tous les océans du monde de données. Je vous propose qu'on passe un petit instant pour regarder ce qui s'est passé au cours des 60 dernières secondes, pendant que je faisais mon introduction. Au cours des 60 dernières secondes, il y a eu 694 courses Uber commandées. Il y a eu également 400 heures de contenu vidéo uploadé sur nos plateformes YouTube, uploadé et non visionné. Il y a eu 2,5 millions de recherches sur notre moteur de recherche Google. Il y a eu également 75 000 achats en ligne et 591 000 swipes sur Tinder qui, on l'espère, ont été concluants. Donc, comme Alexandre l'a très bien souligné, il y a énormément de données. Aujourd'hui, on navigue dans un océan de données. Et la question, en tant que marketeur, que vous vous posez et que l'on se pose également, c'est comment exploiter cette donnée au mieux? Comment en tirer profit et surtout comment l'analyser et l'utiliser pour créer de la valeur pour nos utilisateurs? Eh bien, la réponse est simple, c'est les audiences, et les audiences de qualité. Une étude prouve que d'ici 2020, 58% des décisions d'achat média se feront basées sur des signaux d'audience de qualité. C'est donc extrêmement important d'avoir une stratégie d'audience, et Alexandre l'a très bien souligné tout à l'heure, qui soit personnalisée. Je vais donc vous présenter aujourd'hui, ou du moins vous parler un peu plus en détail de comment orchestrer votre stratégie d'audience et surtout la réflexion qu'il doit y avoir derrière. Mais avant de commencer, il y a un point préliminaire, avant même de se lancer dans l'implémentation de sa stratégie d'audience, qui peut vous paraître relativement basique, mais qui mérite qu'on s'attarde un petit peu dessus. Ce point, c'est de définir le socle, le fondement ou la base de cette stratégie d'audience avant même de se lancer dans l'implémentation. Et donc, ça commence par définir ses objectifs commerciaux. Ça peut paraître bête, mais définir ce que l'on veut accomplir en tant qu'entreprise. Est-ce qu'on veut faire de la croissance? Est-ce qu'on veut faire du chiffre d'affaires? Si oui, combien? Est-ce qu'on veut faire finalement de la rentabilité? Et à partir de cet objectif commercial doit découler justement votre objectif marketing. Qu'est-ce qui va venir alimenter cette croissance? Des leads, des conversions, de la vente en ligne. Deuxième point, c'est de mettre en place un suivi efficace. Donc ça paraît également très basique, mais d'avoir un bon tracking de conversion est très important. Vous connaissez évidemment les solutions Google AdWords et Analytics. Vous pouvez également utiliser des outils tiers. Et ce qui découle de ce suivi de conversion, c'est également l'attribution. On entend aujourd'hui beaucoup parler d'attribution, on entend parler de buzzwords de type data-driven ou autre. L'attribution, ce qu'il faut retenir, c'est que, on l'a vu tout à l'heure, le parcours est extrêmement fragmenté. Du coup, il y a très peu de business, ou du moins très peu d'activités, secteurs d'activité dans lesquels un modèle last click, qui ne valorise que le dernier touchpoint avant la conversion, fait sens. Troisième point, c'est de respecter les bonnes pratiques, mais ça je ne vous apprends rien, c'est globalement celles sur lesquelles on communique auprès de nos annonceurs, également de nos agences. En termes d'hygiène, en termes d'automatisation de nos stratégies d'enchères, et j'en passe. Et dernier point, évidemment, c'est avoir une structure adaptée qui fait sens pour vos objectifs marketing. On reviendra un peu plus en détail sur ce point juste après. Une fois qu'on a défini du coup ce socle, ce fondement, ces bases pour répondre à nos objectifs marketing, on peut se lancer dans l'implémentation de la stratégie. Et on la découpe du coup en 3 points. Le premier, identifier son audience, bien comprendre ces différents segments d'audience et comment les adresser. Le deuxième, réengager ces audiences, les personnes avec qui on a déjà interagi. Et le troisième point, élargir son audience, c'est-à-dire aller chercher des utilisateurs qui aujourd'hui n'ont pas interagi avec notre activité, avec notre site, mais qui potentiellement pourraient être des clients. Le premier point est extrêmement important, et là, du coup, ça se fait en deux étapes. C'est avoir d'un côté, vous, les insights que vous avez sur votre business ou sur les business de vos clients, connaître la valeur d'un client, extraire les données de votre CRM et savoir comment il se comporte. Et également recouper ça avec des audiences plutôt quantitatives que l'on peut avoir, du coup, par notamment les audiences Analytics ou AdWords. Une fois qu'on a bien identifié nos audiences, qu'on a bien segmenté du coup nos listes d'audience, le premier point, c'est de commencer par raviver l'intérêt. C'est-à-dire d'aller chercher ce bassin d'audience avec lequel on a déjà interagi, qui sont venus sur notre site, ou qui sont même des clients à nous, de les réactiver pour aller chercher
ce pourcentage de ventes supplémentaires, ce pourcentage de leads supplémentaires, tout dépend de vos objectifs. Et donc de leur diffuser des messages qui sont personnalisés. Une fois qu'on a bien exploité ou du moins plafonné ce socle, le deuxième point, si on veut aller générer de la croissance, justement, c'est d'élargir son audience. D'aller toucher des utilisateurs qui aujourd'hui ne nous connaissent pas, mais qui potentiellement pourraient convertir chez nous. Et ça passe par des solutions de type display, comme le mentionnais tout à l'heure, mais ça passe également par du search, ça passe également par de YouTube et d'autres leviers. L'idée étant d'aller chercher, de toucher cette audience autrement. On conseille généralement à nos annonceurs de commencer par la première phase, puisque c'est cette phase-là sur laquelle vous allez pouvoir être rentable, c'est cette phase-là sur laquelle vous allez avoir des coûts par acquisition qui sont plus faibles, étant donné que c'est des prospects que l'on dit, entre guillemets, chauds. Et j'aimerais conclure sur ça, du coup, et en ouvrant la réflexion avant de passer la parole à Effilab. Tout doit partir de la réflexion commerciale derrière, de vos objectifs. C'est-à-dire que si on commence par raviver l'intérêt de ces utilisateurs, c'est très bien, on va faire de la performance, on va avoir des coûts par acquisition qui sont faibles. En revanche, ce n'est pas ça qui va venir alimenter votre croissance. Si on regarde le graphique derrière, plus on se décale vers la droite, plus on va chercher des audiences qui ne nous connaissent pas et du coup plus difficile à faire redescendre dans le funnel d'acquisition. Du coup, la réflexion est la suivante, c'est quel est mon objectif commercial? Est-ce que j'ai envie de faire des ventes? Est-ce que j'ai envie de faire de la rentabilité? Et auquel cas, quelles sont les solutions d'audience qui s'appliquent pour répondre à mon objectif? Je pense que le plus simple, pour que vous puissiez vous projeter, c'est d'illustrer ce que je viens de vous présenter par un cas concret. C'est donc pourquoi je vais passer la parole à Effilab, donc à Benoît et Jérémy qui vont nous présenter un cas sur Bergamote. Merci. Bonjour à tous, je me présente, Benoît Jacquin-Turlet, donc je suis directeur agence de la société Effilab. Je m'occupe de la gestion d'un pôle de 30 personnes, donc d'un compte manager qui gère des différents comptes sur différentes problématiques et également de la rentabilité de l'agence donc, tout au long de l'année. Effilab, qu'est-ce que c'est? On va passer les slides. Effilab, qu'est-ce que c'est? Effilab, c'est une agence qui a été créée en 2011 par deux anciens de Google France. On est une agence donc marketing digital qui travaille principalement sur les leviers de SEO, SIA, Web Analytics, Web Design ou encore Social Ads. Et on a plus de 150 clients aujourd'hui sur différentes verticales. Donc verticale de l'automobile par exemple, verticale du voyage et du tourisme, verticale de la technologie et encore verticale du retail. Je vais faire un focus particulièrement aujourd'hui sur le retail. On a des startups qui ont très bien fonctionné, donc des success stories au sein d'Effilab. Je pense notamment à Le Slip Français, Bergamote ou encore Woodbrass. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur Bergamote. Donc, Bergamote, je ne sais pas si vous connaissez, j'espère. C'est un site qui a été fondé en 2016 par Romain Baffard dans le but de vendre des fleurs en ligne. Donc c'est très simple, vous souhaitez acheter des fleurs en ligne, vous vous rendez sur le site, il y a des bouquets qui sont préfaits par des professionnels et on vous expédie l'intégralité du bouquet chez vous en moins de 2 heures sur Paris ou un peu en plus de 2 heures sur toute la France. Bergamote, ça a rejoint Effilab en 2016, donc on s'occupe de toute leur stratégie d'acquisition et tout le développement du compte. C'est aujourd'hui une success story au sein d'Effilab, donc on est très fiers d'en parler aujourd'hui. On est très ravis de partager tout ça avec vous. Effilab a pu accompagner donc Bergamote dans le lancement et le développement de sa croissance. Par exemple, en 2017, Bergamote a aujourd'hui fait une levée de fonds en septembre 2017 de plus de 5 millions. Donc c'est un bon signe pour la croissance et le développement du business. Et aujourd'hui, Bergamote, qu'est-ce que c'est? C'est une problématique qui s'axe sur trois principales données. La première, c'est quand on pense fleuriste, on pense saisonnalité. C'est-à-dire qu'un fleuriste va faire la majorité de son chiffre d'affaires le jour de la Saint-Valentin, par exemple. Et c'est une chose que Bergamote souhaitait sortir pour devenir un acteur annuel plutôt qu'un acteur saisonnier. Donc c'était une problématique qui était primordiale pour eux, pour se développer, pour gagner en puissance. Et c'est une chose dans laquelle on les a accompagnés, dans laquelle on a développé une stratégie, surtout au niveau de l'audience. Et donc c'est pour ça qu'on parle du troisième point, qui est la rétention de l'audience, donc le travail des différents utilisateurs qui viennent sur le site. Romain Baffard disait une chose très simple, c'était les personnes aujourd'hui ne souhaitent plus offrir des fleurs, enfin plus particulièrement offrir des fleurs, mais surtout se faire plaisir. Donc c'est une chose qui est intéressante dans le sens où une personne peut très bien acheter des fleurs tout au long de l'année sans même
penser qu'à acheter des fleurs le jour de la Saint-Valentin. Donc c'est une chose sur laquelle Bergamote souhaitait se développer. Et donc c'est une chose sur laquelle on doit travailler l'audience. À partir du moment où une personne se rend sur le site, achète un produit, on souhaite le retoucher tout au long de l'année. On souhaite qu'à partir du moment où il souhaite acheter des fleurs en septembre par exemple, il pense Bergamote. Donc il ne pense pas à un autre fleuriste, il pense Bergamote. Voilà, donc c'était la principale problématique de Bergamote aujourd'hui, se développer sur une dépendance saisonnière donc, qui souhaite quitter, se développer sur une présence annuelle et sur une rétention d'audience, donc un travail de l'audience. Je vais passer la main à Jérémy, donc, qui a géré Bergamote au sein des Philab pendant 2 ans, qui a développé toute la stratégie et la partie opérationnelle. Bonjour à tous, merci Benoît. Je me présente, je suis Jérémy. Je suis actuellement team leader au sein de l'entreprise Effilab et j'ai notamment accompagné Bergamote dans sa croissance depuis ses débuts chez Effilab, donc en 2016. Donc je suis venu ici vous parler d'audience, de stratégie et vous montrer à quel point les audiences ont pu nous aider à accompagner Bergamote au cours de sa croissance. Donc comment nous avons fait ça? Tout simplement en inscrivant la stratégie de Bergamote au sein du framework que vous a présenté Étienne. Donc ça consiste en 3 phases. La première est d'identifier, de bien comprendre qui sont ses clients, quels sont leurs comportements, afin d'au mieux susciter un intérêt et surtout l'entretenir sur le long terme et progressivement élargir justement cette stratégie pour l'étendre auprès de nouvelles audiences. Donc le premier point de ce parcours est identifier son audience. Pour ceci, vous connaissez probablement le tunnel de conversion. Donc c'est un tunnel qui indique justement que l'utilisateur évolue de son parcours d'information à son parcours justement de transaction. Et pour ceci, il est essentiel de se rendre compte que d'une part, les utilisateurs n'ont pas du tout les mêmes attentes par rapport aux messages publicitaires auxquels ils vont être exposés, mais n'ont pas non plus les mêmes stimuli quant à l'incitation, leur propension à interagir avec votre publicité. Donc pour ceci, il est important pour les annonceurs, pour ceux qui gèrent les campagnes, de prendre en compte que les personnes, tout simplement, excusez-moi, de prendre en compte que les personnes, je suis désolé, je me perds un petit peu dans mes pensées, de prendre en compte simplement que chaque client dispose d'un parcours différent et d'une valeur différente pour chaque annonceur en fonction de l'étape dans lequel il se situe dans le tunnel. Donc c'est essentiel de cibler les profils les plus intentionnistes et de pouvoir être très présent et être très agressif en leur affichant un message qui est toujours pertinent. Donc voilà, je pense que pour tout ça, il est essentiel de bien connaître ses clients, les connaître en caractéristiques démographiques, d'intérêt ou géographiques, mais également donc ça, vos clients, les ressources internes du client sont indispensables pour pouvoir justement avoir toutes ces informations. Mais je vous invite à consulter également le rapport de statistiques d'audience qui vous délivre et qui vous quantifie très précisément les caractéristiques de vos audiences. Donc à la fois en démographique, à la fois en caractère géographique. L'une des anecdotes que je trouve très intéressante par rapport à ça, c'est que nous avons pensé à l'origine que les acheteurs de bouquets allaient être des hommes principalement. Nous avons démarré nos campagnes avec ces postulats-là et suite à ces rapports, suite à cette information, nous avons découvert que les acheteurs étaient principalement des femmes. Donc les personnes qui achètent des fleurs aujourd'hui sont principalement des femmes et ça a permis, ces rapports ont nourri notre connaissance. La compréhension de ces caractéristiques démographiques est essentielle, mais il est essentiel également de pouvoir analyser le comportement justement des audiences sur le site. Donc comment nous avons mis ça en place? C'est en analysant 2 choses, en couplant 2 paramètres. Donc à la fois la récence de la visite et le comportement, l'interaction que cette personne a pu avoir avec le site web. Je vais être un peu plus précis. Par exemple, une personne qui a visité votre homepage est probablement moins qualifiée et moins avancée dans son parcours d'achat qu'une personne qui a visité une page produit, qui a ajouté un panier, qui a ajouté un produit à son panier. Donc il est essentiel de
d'une part, de collecter toutes ces datas, de les recueillir, et puis après d'analyser les performances de ces audiences pour au mieux les adresser au moment opportun. Dans le cas de Bergamote, ce que nous avons vu, c'est qu'on vend des fleurs, qui est un achat hyper instantané, mais on vend également des plantes, qui est un achat plus décoratif et qui nécessite généralement plus de temps dans le parcours d'achat client. Donc ça a lié justement à la construction de différentes listes d'audience, de différents éléments en couplant les paramétrages de récence et d'interaction pour au mieux adresser les audiences, notre positionnement et surtout les messages. Ça fait suite un petit peu à ce que je dis. Une fois que vous avez réussi à identifier à la fois qui étaient vos clients, comment ils se comportaient sur le site, il est important de pouvoir entretenir ceci sur le long terme et d'avoir en connaissance le cycle d'achat client. Donc pour ceci, je vous invite vraiment à prendre en compte la Customer Lifetime Value qui compute justement 3 catégories. Donc à la fois la récence, la fréquence et la valeur monétaire de chaque client. Donc c'est très important pour vous parce que ça vous permettra de vraiment offrir une expérience qualitative aux personnes qui vous connaissent le mieux et tirer profit de la meilleure façon possible du fait qu'ils soient clients. Donc dans le cas de Bergamote, ce que nous avons fait, c'est tout simplement, on avait la thématique où certains acheteurs achètent des fleurs de manière hyper occasionnelle pour les grands événements de l'année, donc la fête des mères, la Saint-Valentin, peut-être les périodes de fête comme Noël ou Nouvel An, mais n'avaient pas démocratisé l'achat de fleurs au quotidien, qui est un enjeu pour Bergamote. Donc ce que nous avons fait, c'est simplement analyser notre base client en fonction de la récence et de la fréquence, notamment des achats, pour pouvoir au mieux ajuster notre position, nos investissements au moment opportun, et ce par rapport aux différentes listes. Donc les personnes qui faisaient beaucoup d'achats étaient nos top clients. On ne veut pas lâcher de place à la concurrence sur ces clients-là. On veut les sécuriser et on a des enchères très importantes sur ces clients. En revanche, sur des personnes qui ont été clients récemment, on désire les fidéliser et on essaye justement dans nos campagnes, lorsqu'ils réitèrent une action, d'afficher un message qui incite plus à la fidélisation, au fait de réacheter tout simplement un produit de Bergamote. Ça amène à mon 3e point. Donc les 2 premiers points vous permettent d'allouer mieux vos investissements et surtout d'avoir l'information qui est à disposition pour mettre en place des ajustements. Il y a un autre point qui est essentiel parce que nous avons une réelle volonté de garantir l'image de marque de Bergamote, c'est de pouvoir afficher un message qui est à la fois personnalisé et qui correspond exactement aux attentes et aux stimuli auxquels nos audiences vont réagir. On va prendre l'exemple de 3 personnes, Julie, Alexandra et Juliette, qui sont 3 personas. Julie, premièrement, n'a jamais été sur le site de Bergamote, elle ne nous connaît pas et elle ne sait pas ce que nous faisons. Alexandra est une personne qui a déjà visité Bergamote, mais qui n'a jamais acheté. Et enfin, Juliette est une acheteuse fréquente de Bergamote. Et donc, toutes ces 3 personnes n'ont pas du tout les mêmes attentes. Ou par exemple, Julie sera intéressée justement pour pouvoir avoir des informations sur la fraîcheur des fleurs, le fait que les bouquets sont vraiment des bouquets de créateurs qui sont très bien composés. C'est des éléments très forts chez Bergamote et qui sont essentiels pour un nouveau client qui ne nous connaît pas. En revanche, Alexandra, qui a déjà visité le site, qui a une connaissance de nos bouquets, aura peut-être besoin d'être plus rassurée sur d'autres éléments tels que la livraison, le fait que le packaging soit soigné ou que le savoir-faire de Bergamote soit artisanal. En revanche, Juliette, qui a déjà acheté, qui a déjà expérimenté l'achat Bergamote, sera beaucoup plus enclin à convertir si on lui présente des nouveautés, des réductions, des prix justement de bouquets plus attractifs ou une nouvelle collection. Donc je pense qu'il est essentiel pour tout annonceur de prendre en considération ces éléments-là pour au mieux adresser ses audiences. Une fois que cette audience a bien été identifiée, il est essentiel de pouvoir raviver son intérêt et de l'entretenir sur le long terme. Donc la première étape, c'est justement d'avoir une structure de campagne search qui illustre et qui mette en avant les messages que vous jugez le plus pertinents.
La manière dont nous avons construit le compte, c'est de pouvoir justement s'adapter à la requête de l'internaute. Typiquement, si je prends le cas de requête géolocalisée ou le cas de requête géotexte, typiquement une personne qui tape livraison Paris s'attendra à avoir dans son annonce un texte qui spécifie livraison Paris. Une personne qui tape par exemple livraison de fleurs, qui est localisée certes sur Paris mais qui ne veut pas forcément l'afficher sur Paris, n'a pas forcément besoin d'avoir l'information dans sa requête parce que ça peut lier à une déperdition du message et un problème du message alors que la personne ne voulait simplement l'envoyer en province. Donc il est essentiel de bien structurer ses campagnes, de pouvoir allier à la fois la géoloc, le géotexte, les campagnes RLSA, les campagnes non RLSA, pour afficher à chaque fois la requête qui est le plus pertinente pour l'internaute. Les effets positifs de tout ça, c'est d'abord d'avoir une gestion des campagnes qui est plus optimisée en fonction des différences de géolocalisation, de comportement d'audience, mais également de pouvoir piloter ces campagnes à la marge. Donc vraiment avoir une logique poussée à la performance. Et ça a contribué grandement au succès de Bergamote. En termes de messages, je vous invite vraiment à utiliser la fonction if qui permet de manière très simple, au sein de vos annonces, de pouvoir afficher des messages différents pour deux audiences différentes. Associé à ça, nous avons également fait une stratégie display, justement avec de l'acquisition où on met en avant des bannières génériques, notamment lors de moments très forts de l'année comme la Saint-Valentin, où on veut pousser un message particulier, mais également des messages qui sont beaucoup plus ciblés avec le remarketing dynamique et qui ont pour but de donner suite à la visite de l'internaute sur le site de Bergamote. Un troisième point, Bergamote Effilab a toujours été une agence qui était focalisée à la performance. Donc, lorsque nous avons essayé de pousser la performance, d'optimiser et d'accroître la rentabilité de Bergamote, nous sommes concentrés sur quelques produits Google, dont notamment le remarketing RLSA, le remarketing display et le Customer Match, qui nous permet de traiter les clients qui nous connaissent déjà de la manière la plus pertinente et de pouvoir les adresser de manière régulière sur l'ensemble des leviers, que ce soit display, le search ou même YouTube. Et d'autre part, pour justement identifier justement les secteurs, les caractéristiques qui fonctionnent le mieux, l'implémentation de stratégies automatisées au target ROAS, au target CPA, nous a permis de capter énormément de signaux tels que le choix de l'appareil, le choix, la localisation de la personne, ses caractéristiques démographiques, qui sont des paramètres que nous ne pouvons pas associer de manière aussi granulaire qu'un algorithme. Et ça a permis de stabiliser nos campagnes et de devenir ainsi plus performants. La dernière étape, une fois que nous avons réussi à maintenir un certain niveau de performance sur les audiences les plus qualitatives, un des gros enjeux de Bergamote, d'Effilab pour Bergamote, c'était de soutenir sa croissance. C'est une entreprise qui fait plus de 30% de croissance par mois, et donc de continuer à soutenir cette croissance tout en isolant l'effet de saisonnalité au maximum. Donc cela a été rendu possible par l'élargissement de la stratégie, notamment en utilisant le display de Google, donc avec des listes d'audience que nous avons créées qui sont elles-mêmes inspirées des informations que nous recevons du client et des rapports de statistiques d'audience, et l'utilisation de listing market, de similar audience ou même de smart list que vous avez accès sur Analytics et qui disposent de meilleures performances que d'autres audiences. Donc, cette étude d'audience a été essentielle pour étendre la stratégie de Bergamote et nourrissent à la fois les listes de remarketing que vous possédez sur le compte. Donc c'est vraiment un cercle vertueux sur lequel vous vous engagez. Pour résumer en quelques points, justement, nous avons été très contents d'accompagner Bergamote lors de cette croissance. Si je devais résumer nos actions, c'est d'abord s'intéresser à son business. C'est une étape essentielle chez nous. Comprendre qui sont nos clients, comment ils se comportent et surtout comment on peut leur donner des messages qui sont à la fois personnalisés et pertinents pour eux, qui répondent à leurs stimuli, mais surtout de raviver l'intérêt et de prendre en considération la lifetime value, parce que nous sommes dans un business où le taux de repeat est important et essentiel. Il est très important de faire du cross-sell, de l'upsell, et les réengager avec des messages pertinents est essentiel. Finalement, le fait d'élargir
cette croissance auprès de nouvelles audiences nous a permis de répondre aux enjeux business de Bergamote et de lui donner la possibilité aujourd'hui de s'adresser à beaucoup plus d'audiences qu'il ne l'était capable à son début chez Philab. Donc je vais laisser la parole à Benoît. Merci Jérémy pour cette présentation. J'espère que c'est plus clair pour vous. Je vais donner le mot de la fin. Donc, pour dire un peu plus, Bergamote aujourd'hui utilise AdWords comme son levier principal. C'est une chose sur laquelle ils mettent un point d'honneur dans le sens où les performances sont au rendez-vous. C'est en lien tout à fait avec ce que vient de dire Jérémy, c'est-à-dire qu'on va chercher à développer cette saisonnalité, on va chercher à développer cette présence annuelle via ces audiences, via ce développement d'audience, ce travail, cette analyse. Nous, c'est une chose au sein des Philab qu'on souhaite démocratiser, donc on souhaite faire passer auprès de nos account managers comme un levier, comme une stratégie à pousser. Donc je vous invite à faire de même, vous, annonceurs, agences, avec vos clients ou avec votre propre marque, de mettre en place ce framework. C'est toujours intéressant de connaître son audience et de l'utiliser à bon escient. Voilà. Merci à tous. Je pense qu'il y aura des questions. J'invite Alexandre. Alors, je vais essayer de répondre du mieux que je peux à 4 questions qu'on a reçues. Alors, la première, c'est bonjour Google, comment appréhendez-vous le financement des startups? Alors, on est très investi dans l'environnement startup, notamment sur la scène française. Hier soir, notamment, nous étions à l'organisation du concours 10 000 startups organisé par la Tribune, que vous avez peut-être suivi. Là, ce qu'on propose, c'est un accompagnement personnalisé, type grand compte, à des startups lauréates. On a même un programme qui vise à développer les startups, là encore dans l'univers digital seulement, qui s'appelle Scale Up, mais on ne finance pas à proprement parler des startups. Autre question qui s'affiche, seuil pour activer audience, trafic, site et coût. Alors, très difficile de répondre à cette question. Il n'y a pas de seuil à proprement parler. La notion de coût va être fonction de votre secteur d'activité, de la pression concurrentielle qui va s'exercer dessus, mais il n'y a pas de prérequis, si ce n'est quelques prérequis techniques pour faire de l'audience. Il faut que vous ayez votre site qui soit correctement tagué, etc. Pareil pour l'automatisation, mais il n'y a pas de seuil budgétaire à partir duquel on peut se mettre à faire de l'audience et de l'automatisation. Troisième question, pardon. Bonjour, s'il vous plaît, pourquoi Google Shopping n'est pas disponible sur AdWords dans plusieurs pays, notamment au Maroc? Alors, la plupart de nos produits, s'ils sont simples à utiliser, ils ne sont pas aussi simples à concevoir. Google Shopping, on a apporté un certain nombre de modifications dessus, notamment dans l'Union européenne. Donc, on travaille à le rendre disponible, évidemment, dans un maximum de pays, dont le Maroc. Mais là, je n'ai pas de date à vous donner, puisque je ne maîtrise pas trop, je vous avoue, ce qui se passe sur le Maroc, mais je vais me renseigner. Et j'essaierai de le tweeter. Alors, pourquoi les annonceurs? C'est la dernière question. Telco ou bancaire en France ne souhaitent pas partager la donnée first party avec les régies type Google et Facebook si le partage est autant sécurisé. Alors, je ne vais pas répondre pour Facebook, même si j'ai travaillé, parce que je serais mal placé. Par contre, pour Google, ce que je peux vous dire, c'est que je ne peux pas rentrer dans un détail d'industrie, notamment les telcos, où il n'y a que 4 grands groupes qui officient, parce que je ne vais pas dévoiler leurs pratiques data qu'ils ont, notamment avec nous. Mais pour essayer de clarifier un petit peu les choses, partager sa first party data avec une plateforme type Google, ça ne veut pas dire nécessairement injecter de la data directement dans Google. Le remarketing, que beaucoup, j'imagine, d'entre vous utilisent ici, c'est partager votre first party data, à savoir des données de visite, par exemple, sur votre site ou sur votre app, avec Google. Tout ça se fait encore dans un environnement sécurisé. Si vous allez dans votre compte annonceur ou même vous recherchez toute la documentation sur Google, vous verrez c'est extrêmement transparent. Les régulateurs ont travaillé en très étroite collaboration avec eux. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi à ce niveau-là. C'est encore une fois, tout repose sur la confiance, tant avec nos annonceurs qu'avec nos clients. Donc on est extrêmement strict là-dessus. Et enfin, dans ce que je vous expliquais dans la première présentation sur tout ce qui est justement Customer Lifetime Value, on ne prend pas votre donnée à proprement parler. Encore une fois, notamment tout ce qui est script, etc., on vous les fournit. Vous pouvez faire tourner ça et appliquer ça dans un environnement Google, mais vous pouvez très bien le faire sur votre propre serveur ou autre. En fait, on s'adapte. Le message, c'est certains annonceurs, les plus avancés, notamment sur les marchés matures, se rendent compte, encore une fois, que la first party data, c'est le plus important et ils ont besoin de l'enrichir. Et notre plateforme, même si on n'est pas une DMP, est là pour aider à enrichir cette data-là. Mais c'est votre data, ce n'est pas la nôtre et ça ne le sera jamais.
On utilise les signaux Google pour vous permettre après de cibler correctement sur notre plateforme, mais en aucun cas, on mutualise la data avec d'autres plateformes pour permettre d'activer différemment. Ce n'est pas du tout notre métier. Nous, encore une fois, on s'appuie sur la force de nos ciblages et la capacité qu'on a à générer des services simples et utilisés pour les utilisateurs. Si vous avez d'autres questions, et si on a encore un peu le temps. Bonjour. Vous voulez que je vous donne le micro? Non, c'est bon. Alors, comment devenir vendeur de Google AdWords? Vous avez un formulaire, là c'est pareil. Si vous voulez, je crois qu'il y a beaucoup d'agences qui sont dans l'audience. C'est assez simple. Vous allez dans l'interface et puis vous déclarez entre guillemets vendeur. Vous verrez. Je peux vous dire ça si vous voulez offline. C'est pas très compliqué. Ah, on me fait signe que j'ai plus le droit de parler. Merci beaucoup encore pour votre attention et je vous souhaite un très bon salon.